Terrain social. Hugues Chevarin. Alexandra Clavé-Mercier. Alexandra Clavé-Mercier est anthropologue, membre du Centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux. Ses domaines de recherche portent, entre autres, sur les processus de marginalisation et production de l'altérité, la socio-anthropologie des migrations et du transnationalisme, ainsi que l'ethnographie de l'action publique et de l'intervention socio-éducative. La France n'est guère accueillante avec ses citoyens voyageurs. Alors qu'en est-il de la scolarisation des enfants voyageurs ou, comme les définit l'Éducation nationale, des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs EFIV? Cette institution se donne-t-elle les moyens d'offrir à ses élèves voyageurs un enseignement adapté à leur réalité? Toutefois, la longue et pénible expérience des gens du voyage avec les institutions françaises rend-elle difficile cette scolarisation? Le recours au CNED, Centre national de l'enseignement à distance, est-il une solution? Quelles craintes, réelles ou imaginées, ont les voyageurs de voir leurs enfants perdre leur culture? Terrain social aujourd'hui se demande si l'éducation nationale peut mieux faire dans l'accueil des élèves voyageurs. Terrain social. Bonjour Alexandra Clavé-Mercier. Bonjour. Dans son obligation de scolariser tous les enfants de France, l'Éducation nationale a aussi en charge les enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, EFIV. J'aimerais dans un premier temps vous demander, cela concerne combien d'enfants en France? Il y a des estimations qui courent, si on peut dire. On parle d'un chiffre qui se situe autour de 100 000 enfants. Mais en même temps, pourquoi on n'arrive pas à avoir de chiffres et pourquoi c'est si difficile d'en trouver? Tout simplement parce que se pose la question de la manière de comptabiliser ces élèves à partir de caractéristiques liées à une appartenance ou une identité, et donc à la question de comment on la définit, comment on la circonscrit et comment pour définir cette identité, qui est celle de voyageurs ou d'enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, comme vous l'avez rappelé. Donc c'est toute la question de la catégorie et de l'opération de catégorisation qui existe derrière ce sigle d'EFIV, qui se pose en fait à travers cette question du nombre. Il y a donc des catégories, mais comment l'éducation nationale définit qui est enfant voyageur, l'autre pas? Là, voilà, on est au cœur de la question et de la problématique, si on peut dire. Cette catégorie d'EFIV dont on vient de parler, elle est aujourd'hui, elle est définie par un mode de relation discontinue à l'école. Donc, on peut entendre par là plusieurs choses. Ça peut être un mode de relation discontinue en raison d'un mode de vie, et d'un mode de vie qui serait itinérant ou itinérant une partie de l'année, ou il peut s'agir d'un mode de relation, discontinu à l'école en raison d'un certain rapport à l'institution scolaire qui serait un rapport difficile ou, problématique, ou là aussi discontinu, un rapport compliqué qui expliquerait ce mode de relation discontinue. Deux catégories se présentent à nous, les itinérants et les sédentarisés. La manière dont l'école va gérer ces deux catégories est, j'imagine, très différente. C'est une hétérogénéité qui est très forte et qui est contenue, en fait, dans cette catégorie. Mais en même temps, c'est le paradoxe, vous l'avez compris, parce qu'on parle d'une catégorie, mais dans laquelle les publics peuvent être très divers, très hétérogènes. Qui faire rentrer dans cette catégorie? Et comment faire et que faire avec les personnes, les jeunes qu'on fait rentrer potentiellement dans cette catégorie? C'est là toute la question qui est posée en fait au quotidien aux acteurs scolaires, et puis c'est à eux de trouver les manières d'y répondre sur le terrain, d'où toute la diversité qu'on peut retrouver aujourd'hui en France dans la gestion de la scolarisation de ces enfants, en fonction des territoires, en fonction des académies, en fonction des personnes ressources en charge du dossier, comme on dit, en fonction des établissements scolaires, mais aussi en fonction des enseignants, en fonction des communes, de certains maires aussi des fois. Enfin, vous voyez, tous ces acteurs finalement ont un rôle dans les conditions effectives de scolarisation et de scolarité de ces enfants, puisque il y a un flou.
il y a un certain flou. C'est tellement large, cette catégorie est tellement large, elle peut être appliquée de différentes manières, on peut s'en saisir de différentes manières au quotidien. D'où la grande hétérogénéité qui existe à la fois en termes de politique et en termes de pratique. Est-ce que l'on forme les personnels enseignants, du moins éducatifs ou socio-éducatifs, à accueillir, on dirait plus spécifiquement, le public élève voyageur ? Non, ça c'est un gros souci que j'ai pu relever avec des collègues et vraiment c'est une des préconisations qu'on effectue en ce qui concerne la formation des acteurs scolaires. Aujourd'hui c'est trop faible. Ce qu'il existe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les CASNAV, donc ce sont des centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs. Donc voilà pour le sigle, les CASNAV. Donc c'est une structure de l'éducation nationale qui existe sur chaque territoire et qui aide à accueillir et à scolariser, à les accompagner en fait dans la scolarisation notamment donc de ces enfants dits EFIV. Donc ils peuvent trouver là des appuis, des ressources, mais n'est pas suffisant en soi. Et ce qui se passe, qu'on observe, c'est que très souvent, du fait de cette méconnaissance et de cette absence de formation des acteurs scolaires concernant ces élèves et leurs besoins, leurs attentes éventuelles, s'il y en a, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui prend la place en fait suite à cette méconnaissance ? Eh bien, c'est tous des préjugés, des stéréotypes aussi qui sont réactivés à ce moment-là et qui ont du coup une place importante lorsqu'il s'agit d'accueillir ces élèves. Est-ce que ce sont les élèves dits du fond de la classe ? Ça l'a été beaucoup pendant des années en raison d'absence de politique institutionnelle d'accueil et de scolarisation de ces enfants, en raison de l'absence de moyens donnés à l'éducation nationale aussi pour le faire, en raison de l'absence de formation aussi. Donc ça peut l'être encore, hein. Ça peut l'être encore, malheureusement ça existe. Mais aujourd'hui, dans la génération ou les générations de parents actuels, d'enfants scolarisés, de parents voyageurs, il s'agit de leur expérience scolaire commune, on va dire, ces temps passés au fond de la classe à faire des dessins. Mais globalement, ce n'est plus l'expérience commune de leurs enfants qui sont accueillis aujourd'hui différemment. Encore une fois, hein, c'est là des tendances générales. Je dis pas que ça existe plus, malheureusement, mais c'était plutôt l'expérience d'hier. Donc il y a des résistances de l'institution ou des mauvaises habitudes dans l'institution qui visiblement tentent à disparaître, on peut l'espérer en tous les cas. Du côté donc du public voyageur et de leurs enfants, il y a évidemment, j'imagine, des craintes. Et de quelle nature sont ces craintes ? En fait, ce qui transparaît de ce rapport à l'institution scolaire, rapport qui peut être qualifié de difficile ou de distant pour beaucoup de ces familles, c'est d'une part leur expérience générale, on va dire, en tant que minoritaire ou que personnes minorisées dans notre société. Et donc, en fait, leur situation de minoritaire induit un rapport particulier aux institutions qui, elles, représentent, ces institutions, la société majoritaire. Il y a une mise à distance, mais qui est co-construite des deux côtés, finalement, qui est entretenue peut-être des deux côtés aussi, qui explique ça. Il y a aussi l'expérience scolaire des parents, dont on parlait tout à l'heure, qui explique cette mise à distance, mais il y a aussi le rôle des diplômes et le fait finalement que beaucoup de parents ont une expérience professionnelle aujourd'hui qui n'est pas reliée directement à l'acquisition de diplômes et donc à un savoir scolaire. Il y a aussi beaucoup de craintes et d'angoisses, par exemple celle de mauvaise fréquentation ou la question de la drogue. Je pense par exemple là à des craintes et des angoisses qui reviennent souvent concernant le passage au collège de la part des parents. Je voudrais quand même peut-être attirer l'attention sur le fait qu'il s'agit là d'angoisse et de craintes, alors certes qui révèlent une méconnaissance du lieu qu'est le collège pour des parents qui n'ont peut-être pas été scolarisés au collège, mais qui ne sont pas propres à ceux que l'on appelle les gens du voyage, mais qui sont finalement donc pas culturels, mais qui sont partagés par nombre de parents et notamment des parents de classe moyenne supérieure qui, eux, envoient leurs enfants dans d'autres types d'établissements pour essayer de les préserver. Donc, il y a la question de la scolarisation. Et puis, pour ceux qui ne sont pas donc scolarisés dans un établissement, il y a la possibilité du CNED. Est-ce que c'est une solution, une bonne solution ou une solution intermédiaire ? Normalement, l'inscription au CNED, officiellement, c'est une solution pour dans des cas, dans des situations où il n'est pas possible
de fréquenter un établissement scolaire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inscription réglementée au CNED. Et c'est-à-dire que cette inscription-là, pour s'inscrire au CNED de manière réglementée, il faut qu'il y ait un avis du directeur d'académie. Il faut que cet avis soit motivé par la connaissance de la situation de la famille et de l'élève. Ça peut être le cas, par exemple, d'une itinérance de l'enfant avec sa famille pendant la période scolaire qui l'empêche de fréquenter de manière assidue un établissement. Ce type de situation représente une petite minorité, en fait, de l'ensemble de ces élèves qu'on appelle les FIV. Et par ailleurs, d'autres familles, c'est aussi une réalité, souhaiteraient se saisir de cette solution, entre guillemets, que serait la scolarité au CNED, pour éviter de fréquenter des établissements scolaires. Pour diverses raisons. Soit parce qu'elles ne s'y sentent pas nécessairement bien accueillies, soit en raison de ces craintes liées à des angoisses et des méconnaissances qui prennent trop de place et qui ne sont pas suffisamment travaillés en partenariat avec les acteurs scolaires, qui empêchent les familles de passer à l'acte, si on peut dire, en scolarisant leurs enfants dans un établissement. Mais tout ça, c'est un travail quand même généralement qui est effectué par les acteurs scolaires et sociaux aussi. C'est un travail de partenariat qui est effectué aujourd'hui pour éviter ces inscriptions au CNED de manière un peu libre et qui ne soient pas nécessairement motivées, parce qu'on sait que les inscriptions, qu'il suffit pas d'une inscription pour suivre une scolarité au CNED, que derrière l'inscription, il faut quand même qu'il y ait un accompagnement, un suivi. Il n'est pas nécessairement effectué par les familles. Donc ce qu'il existe aussi aujourd'hui, ce sont des conventions entre, on appelle ça généralement les conventions CNED collège. Ce sont des conventions avec certains établissements scolaires et surtout avec des collèges qui permettent aux élèves inscrits au CNED de fréquenter de manière plus ou moins régulière, il y a différents types qui existent, de fréquenter des collèges pour assurer finalement la continuité de leur apprentissage et permettre l'accompagnement de leur scolarité au CNED. On a vu que la catégorisation est assez large, mais pensez-vous que les conditions soient assurées pour une véritable continuité de l'enseignement, tant pour les enfants itinérants que pour les sédentarisés? On parle finalement, en parlant d'enfants itinérants, issus de familles itinérantes et de voyageurs, on parle souvent de problèmes, de discontinuité scolaire, on l'a vu, c'est contenu dans la catégorie, d'absentéisme, de retard sur les acquis scolaires, de déscolarisation au collège. Ces difficultés, ces problèmes rencontrés par certains élèves identifiés comme ça ne sont pas du tout le fait de l'ensemble des élèves issus de familles itinérantes ou voyageurs. Et le problème, c'est qu'en fait, on ne parle que des situations problématiques ou jugées comme telles, et qu'il existe quand même tout un tas de situations d'enfants voyageurs pour lesquels la scolarité se passe sans accroc, et en fait même dont l'identité, dont l'appartenance n'est parfois pas connue par les acteurs scolaires. Ça peut marcher, ça existe, c'est le cas, mais on le sait pas. Donc en fait, ça crée une sorte de cercle vicieux, puisque on a l'impression que cette catégorie va avec une autre catégorie qui est celle de difficulté de problème. Concernant l'amélioration, en fait, c'est ça, un petit peu, c'était le sens de votre question, comment ça peut fonctionner. Alors déjà, voilà, ça fonctionne déjà pour certaines personnes, mais on ne le sait pas forcément, parce que on peut côtoyer, oui, un nombre de personnes qui sont voyageurs itinérantes sans qu'on se soit écrit sur leur front et sans qu'on le sache. Et puis après, il y a toute la question de l'adaptation, en fait, de l'éducation nationale à travers des réponses spécifiques qui permettent d'aider, d'accompagner ces scolarités en raison de caractéristiques et de besoins particuliers identifiés comme tels, et donc qui sont mis en œuvre aujourd'hui, là aussi de manière assez hétérogène sur le territoire national. Donc on peut parler par exemple d'UPS, d'unités pédagogiques spécifiques, qui sont une des propositions contenues dans la circulaire de 2012 qui réglemente la scolarité et la scolarisation des EFIV. Dans ces UPS, il peut être question d'aménagement d'emploi du temps, il peut être question d'enseignants référents qui ont des temps dédiés pour rencontrer les familles chaque semaine, pour favoriser le lien école-famille finalement. Et cette adaptation aussi peut se traduire par des projets, par une forme scolaire particulière, par du sens que les enseignants essayent de redonner dans les apprentissages de ces enfants. Mais je voudrais quand même là aussi attirer l'attention sur le fait que ces réponses, ces spécificités peuvent fonctionner
au-delà d'une spécificité identitaire du public cible, quoi. Puisque finalement c'est mis en place pour ces enfants dits itinérants et voyageurs, mais on se rend bien compte sur le terrain que ce sont des aménagements de la forme scolaire classique, si on peut dire, qui peuvent être favorables à nombre de publics, à nombre d'élèves qui sont concernés, comment dire, pour le dire vite, par des questions d'inégalité et d'éloignement de l'école, et qui peuvent concerner un nombre d'élèves issus de classes populaires, pour le dire rapidement. Est-ce que, pour rester sur cette note positive, le fait que ces enfants puissent aller à l'école, c'est aussi un moyen de les découvrir et de découvrir leur culture? Est-ce que ça peut marcher aussi dans ce sens-là? Oui, c'est une bonne question parce que c'est très très souvent le cas. On peut observer dans beaucoup de classes, que ce soit des classes de dispositifs spécifiques ou des classes ordinaires entre guillemets, dès qu'un élève voyageur est identifié comme tel arrive en classe, très souvent, et ça part d'une bonne intention, les acteurs scolaires vont mettre en place soit des projets collectifs en lien avec la culture supposée de cet enfant. Donc très souvent, ça peut être en lien avec, par exemple, les questions d'habitat nomade, de cirque, de hérisson, de flamenco ou autres. Ces éléments folkloriques qu'on se représente comme faisant partie de leur culture. Ou alors, donc que ce soit par le biais de projets collectifs, ou alors les enseignants peuvent aussi demander, on le voit souvent aussi, aux élèves en question, les élèves voyageurs, de mettre en avant des aspects de leur culture pour les partager avec la classe dans cette idée de découverte de l'autre, de l'altérité et du vivre ensemble. Mais même si ça part d'une bonne intention, je pense qu'il faut quand même être très très vigilant là-dessus parce que on remarque que ça vient très souvent enfermer d'une certaine manière l'élève et au-delà de lui ses pairs, tous ceux qui sont identifiés comme tels, ses semblables. Ça les enferme dans une identité qui est essentialisée, ça les enferme dans une altérité aussi qui est pensée comme étant irréductible. Et aujourd'hui, les jeunes itinérants et voyageurs n'écoutent pas Django Reinhardt ou Manitas de Plata, mais écoutent les mêmes musiques finalement que les autres enfants de leur âge et les autres jeunes de leur âge, quel que soit leur sentiment d'appartenance et leur identité assignée ou attribuée, ou revendiquée, pardon. Merci Alexandra Clavé-Mercier. Je rappelle que vous êtes anthropologue, membre du Centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.